Merci, donc bonjour à tous. Alors, quelques mots d'abord juste du GRADES, qui est en fait une petite équipe de recherche localisée sur la faculté de pharmacie, qui est le groupe de recherche et d'accueil en droit et économie de la santé. La particularité de cette petite équipe, c'est qu'elle est constituée d'enseignants-chercheurs qui ont à peu près quasiment tous une double compétence. Bon, moi, je suis moi-même docteur en pharmacie, docteur en droit. On a d'autres membres qui sont plutôt docteurs en pharmacie et docteurs en économie. Et l'idée déjà au sein du GRADES, c'était d'avoir cette approche pluridisciplinaire d'un certain nombre de notions. Donc ce matin, j'ai voulu vraiment essayer de répondre au cahier des charges qui m'a été donné, qui finalement était assez large, assez flou. C'était de montrer, avec deux cas très concrets, comment les sciences humaines pouvaient dialoguer avec les scientifiques au sein de notre université Paris-Saclay, qui est une université dans laquelle le poids des sciences va être important. Et donc, j'ai choisi plutôt que de partir sur des approches théoriques, de prendre deux exemples très concrets dans lesquels le droit, et vous voyez que je reprends clairement l'approche de Jean-Paul, l'approche instrumentaliste, le droit boîte à outils dans le domaine de la santé, à travers donc deux exemples, et j'ai pris exprès deux exemples très différents. C'est-à-dire, dans le premier cas, c'était toute une interrogation sur la recherche d'un statut pour une nouvelle pratique médicale qui est la transplantation de microbiote intestinal, donc je vais revenir là-dessus. Mais l'idée, c'était de montrer aussi que les sciences humaines et sociales, et en l'occurrence celle à laquelle je touche, c'est-à-dire le droit, pouvaient également renouveler l'approche sur un sujet qui peut être un sujet ancien, presque bateau, et ça m'amènera à vous parler de l'approche raisonnée du monopole pharmaceutique. Voilà, alors d'abord donc cette question de la transplantation du microbiote intestinal. D'abord, c'est quoi le microbiote intestinal? En fait, c'est un nom très savant pour parler de la flore intestinale, donc de ce que nous avons tous dans nos intestins, ce qui représente 100 000 milliards de bactéries, dont 70% non cultivables. Donc ça, c'est important parce que du coup, ça conduit à une difficulté d'identification du contenu précis de cette flore. Donc on a un milieu avec une grande incertitude et aussi une grande variabilité. Alors, les études au niveau du génome ont permis d'identifier un certain nombre de choses quand même, puisque à l'heure actuelle, on a identifié à peu près 90% des gènes qui sont présents au niveau de ce microbiote intestinal, donc des gènes bactériens, ce qui représente déjà 350 fois le génome humain. Et surtout, ce qui caractérise ce microbiote intestinal, c'est sa variabilité extrême, entre les individus bien sûr, selon la période de la vie et selon les âges. Et alors ce microbiote intestinal représente donc un écosystème très complexe, une véritable usine biochimique. Certains l'ont qualifié de supraorganisme ou d'espace métabolique intégré. Les effets peuvent être les effets de ce microbiote ou plutôt les effets d'une perte de ce microbiote, d'une destruction de ce microbiote peuvent être identifiés. Par contre, la façon précise dont ce microbiote agit pour maintenir l'organisme en bonne santé, et c'est beaucoup plus compliqué. Et quand on veut rentrer dans le détail de l'activité, c'est beaucoup moins simple à identifier. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ce microbiote, il est indispensable à l'individu pour maintenir une bonne santé. Et ça a conduit certains à affirmer cette phrase « We are what we host ». Nous sommes ce que nous hébergeons, notamment au sein de nos intestins. Donc voilà, ça c'est juste pour planter le décor. Et maintenant, on va focaliser plus dans le domaine de la santé pour s'intéresser à l'intérêt thérapeutique de ce microbiote. Donc en fait, on a identifié au moins 3 fonctions essentielles de ce microbiote, donc de toutes ces bactéries qui se trouvent dans notre intestin. Des fonctions évidemment métaboliques, de production de métabolites, donc d'assimilation des aliments, des résidus, etc. Une fonction de barrière et aussi une fonction d'immunostimulation. C'est-à-dire que la présence de ces bactéries à cet endroit-là va permettre de stimuler des systèmes humanitaires. Avec des interactions qui se situent en fait à 3 niveaux, entre les bactéries et les aliments.
assez relativement évident, et c'est la transformation donc d'un certain nombre d'aliments qui n'auront pas été assimilés en amont en nutriments, qui pourront être assimilés. Des relations bactéries et cellules de l'hôte, c'est-à-dire nous-mêmes, qui peuvent conduire à la stimulation de production de mucus, au renouvellement des cellules épithéliales humaines, à ces fameuses immunostimulations. Et puis également des relations bactéries-bactéries, avec des compétitions entre les bactéries qui vont faire que certaines vont prédominer et que certaines bactéries qui seront, elles, utiles à l'homme, etc., vont pouvoir être en nombre dominant par rapport à des bactéries qui seraient, elles, néfastes, etc. Et il y a tout un équilibre bactérien qui se joue. Voilà. Et donc, ce qu'on observe, ce que l'on sait, c'est que toute perturbation de ce système peut être effectivement à l'origine de maladies, ou des maladies aiguës, ou des maladies chroniques, et qu'on observe dans de nombreuses pathologies, on a observé effectivement une modification de la composition de ce microbiote intestinal, donc des dysbioses, qui sont observées dans beaucoup de pathologies. Donc, je cite en premier les colites à Clostridium difficile, et je vais y revenir, parce que c'est à l'heure actuelle la seule indication de la technique que je vais vous présenter. Mais on le retrouve dans des maladies inflammatoires de l'intestin, maladies de Crohn, etc., des maladies allergiques. Donc, pas mal de pathologies qui peuvent être concernées où le microbiote peut être impliqué. Alors, cette importance du microbiote, en fait, s'est traduite par une nouvelle voie thérapeutique, l'apparition d'une nouvelle voie thérapeutique, qui consiste tout simplement à transférer du microbiote intestinal d'un sujet sain à un patient porteur d'une maladie avec dysbiose. Donc c'est simple à dire, c'est moins simple à faire, et quand on veut citer la dénomination commune internationale du nouveau médicament utilisé comme ça, vous voyez qu'elle n'est pas facile à placer dans une conversation. Alors, en fait, on trouve des traces assez anciennes de ce mécanisme, qui consiste donc à aller prélever de la flore intestinale et puis aller la transférer chez un individu. On trouve ça au 4e, 5e siècle en médecine chinoise. Mais d'une façon récente, on a eu juste un premier transfert, une publication qui avait été faite, je crois que c'était en Australie, en tout cas une publication anglo-saxonne, qui a été faite en 1958, qui avait montré effectivement des résultats impressionnants d'amélioration d'un sujet par ce transfert de flore, de microbiote intestinal. Sauf que la technique par la suite a été abandonnée parce qu'effectivement on avait les antibiotiques, donc c'était très bien. Et l'utilisation des antibiotiques a permis de se passer pendant des années de cette technique-là. Et elle est réapparue récemment, dans la fin des années 90, début des années 2000. Et elle est apparue comme une technique importante, notamment du fait de l'épuisement des antibiotiques dans un certain nombre de pathologies, et notamment dans le traitement des infections chroniques sévères récidivantes par Clostridium difficile. C'est-à-dire que là, effectivement, on se retrouve dans des pathologies où les antibiotiques n'agissent plus, où les antibiotiques d'ailleurs ont détruit la flore, et où effectivement on se retrouve avec ce germe, le Clostridium difficile, et où la seule technique qui aujourd'hui a montré qu'elle était efficace lorsqu'on était dans une telle situation d'impasse thérapeutique classique avec des médicaments classiques, c'était ce transfert de microbiote. Et on a même pour rebondir sur la notion d'éthique, on a même des publications qui ont indiqué que la non-utilisation serait même non éthique en raison justement du fait qu'on n'a pas d'autre chose qui marche. Alors évidemment, le transfert de microbiote ne se fait pas avec ce clister, mais comme j'enseigne aussi l'histoire de la pharmacie en fac de pharmacie, je vous ai mis cette image de clister. Alors il faut savoir qu'en fait, ça peut se faire de deux façons à l'heure actuelle, ce transfert de microbiote. Soit ça se fait effectivement sous forme de lavement par la voie basse, mais évidemment pas avec un clister comme celui-ci, ou alors ça se fait par la voie haute avec une sonde naso-duodénale. Alors, la problématique, puisque ce transfert de microbiote effectivement pose problème, la problématique c'est qu'on est d'abord face à un inoculum qui va être très complexe, puisqu'il va contenir évidemment déjà le microbiote, et on a vu que le microbiote lui-même est très complexe puisque composé d'un nombre de germes, de bactéries très importants et avec des compositions qui sont très variables d'un individu à un autre, mais il ne contient évidemment pas que du microbiote. L'inoculum va contenir aussi des métabolites,
quelques cellules humaines, du mucus, des champignons, des virus. Donc on voit qu'on a un inoculum complexe et qui est potentiellement à risque pour le receveur. Deuxième problématique, c'est non seulement il est complexe, mais en plus la composition n'est pas déterminée, n'est pas déterminable précisément. À l'heure actuelle, on est incapable de déterminer précisément cette composition et en plus elle n'est pas stable. Elle va varier dans le temps, elle va varier selon les sujets. C'est-à-dire qu'on se retrouve là dans un cas où un don égale un lot. Prenez votre inoculum, il ne sera pas le même, même si on prélève chez le même sujet sain, vous n'aurez pas le même inoculum à distance. L'effet, notamment sur les infections récidivantes à Clostridium difficile, est démontré, clairement. On a des études qui démontrent que ça fonctionne. Par contre, le mécanisme précis d'action n'est pas encore élucidé. Donc du coup, la question qui s'est posée, on était à l'époque en 2012-2013, quand nous, au niveau du GRADES, au niveau du laboratoire, on s'est intéressé à la question, c'est qu'en fait, on se posait la question sur cette nouvelle thérapeutique, à la fois en termes du produit, c'est-à-dire de l'inoculum, et de l'acte, le transfert de microbiote, quel peut être le statut juridique et quel peut être le cadre réglementaire. Alors, à cette période-là, il existait en effet un flou juridique évident. On n'avait pas de statut clairement établi, que ce soit pour l'acte ou pour le produit lui-même, en droit français, en droit européen ou en droit nord-américain. Et on avait plusieurs approches, puisque les professionnels de santé, eux, ils souhaitaient mettre en place cette pratique, ils avaient commencé à la mettre en place. Donc, on avait certains auteurs, et notamment c'était apparu en 2014, cette position doctrinale avait été concrétisée en 2014 dans une publication à Nature, où il se prononçait pour une qualification de transplantation de tissu. En gros, il assimilait à la transplantation d'un tissu ou la transplantation d'un organe, et dans un certain nombre de pays européens, c'est comme ça, effectivement, que c'était mis en œuvre, et notamment également en France. À l'époque, c'est un peu comme ça que dans certains hôpitaux, on voyait les choses. Ah, en fait, c'est une transplantation de tissu. En juillet 2013, la FDA, aux États-Unis, elle, avait retenu la qualification de médicament, mais en exonérant partiellement des conséquences que ça pouvait avoir, puisque théoriquement, puisque c'est un médicament et qu'on était sur un nouveau type de médicament, on aurait dû soumettre entièrement cette nouvelle thérapeutique à l'Investigational New Drug, ces contraintes qui sont liées à ce statut-là. En fait, ça avait été exonéré parce qu'effectivement, ces contraintes-là sont très importantes et du coup, risquaient de freiner le développement de cette technique. Et à l'époque, donc, ni l'Agence européenne du médicament, ni la NSM, à cette époque-là, n'avaient pris position. Et donc, nous, le constat qu'on avait fait, c'est qu'il existait donc une grande insécurité juridique pour les acteurs et qu'évidemment, là où il y a insécurité juridique, ça n'est pas satisfaisant parce que le risque, c'est que si jamais il y a un accident, effectivement, derrière les acteurs qui ne sont pas sécurisés et qui ne se sont pas appuyés sur des règles juridiques certaines, leurs responsabilités peuvent se trouver mises en cause et que par le biais finalement du droit, on peut avoir un frein du coup à la mise en œuvre d'une technique qui pourtant est intéressante d'un point de vue scientifique. Donc il était urgent d'apporter un éclairage juridique sur cette question et d'essayer de positionner les choses. Alors, nous, la première chose qu'on avait remarqué, c'est que lorsqu'on se penchait notamment sur cette approche qui avait été validée, enfin publiée, pas validée, publiée dans ce journal scientifique, et pas n'importe lequel, dans Nature, qui prônait l'assimilation à la transplantation de tissu, c'est qu'en fait c'était pour de mauvaises raisons. Et en réalité, je pense que c'est une des aides que peut apporter le juriste lorsqu'il vient dialoguer avec le scientifique. On a dit tout à l'heure qu'effectivement, le juriste, il faut qu'il permette de laisser de la place pour que des expérimentations aient lieu, etc. Ça, c'est effectivement vrai, mais le rôle aussi du juriste, c'est de rappeler qu'il ne faut pas tordre les concepts pour ça. Si on tord les concepts juridiques pour ça, finalement, ça aboutit à de l'insécurité juridique. Et qu'en fait, le rôle du juriste, c'est pas de mettre des freins, mais c'est d'éclairer les concepts avec justesse
pour pouvoir dire vous ne pouvez pas aller là, même si ça vous arrangerait dans un premier temps parce que vous trouvez que c'est ce qui paraît le plus simple pour vous. Mais voilà, en réalité, vous êtes obligé d'aller là parce que le concept juridique vous y oblige. Mais voilà comment on peut accompagner ça et comment on peut faire que c'est viable. Et c'est toutes les réponses qu'on a en fait essayé nous d'apporter. Donc d'abord, en premier temps, nous avons fait valoir que ça ne pouvait pas, l'inoculum, le microbiote fécal, ne pouvait pas être assimilé à un tissu, à un organe. Parce que quand vous regardez effectivement les textes du Code de la santé publique, un tissu et un organe du corps humain, c'est obligatoirement quelque chose qui par nature est humain, enfin, de nature humaine. Or, on l'a bien vu, l'inoculum, c'est absolument pas humain. Même si ça peut contenir quelques cellules humaines, c'est essentiellement des germes qui ne sont pas humains, des bactéries qui ne sont pas humaines, etc. Et nous avions fait valoir que cet inoculum répondait à la définition juridique du médicament, et pour être plus précis, à une des parties de la définition juridique du médicament en France, qui est d'ailleurs la même en Europe, qui est le médicament par fonction. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement d'une composition qui peut être administrée à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Donc, il ne peut être un tissu transféré puisqu'il n'est pas humain par nature, il n'est que topographiquement de provenance humaine. Donc forcément, le cadre juridique vient nous dire que c'est un médicament. Ça ne peut pas être autre chose qu'un médicament. Même si effectivement, pour le scientifique, dans un premier abord, que ce soit un médicament, ça aboutit à des contraintes. Alors effectivement, quelle est la première contrainte qui est immédiatement identifiée? C'est que comme tel, évidemment, puisque c'est un médicament, il relève du monopole pharmaceutique, puisque en France, tout médicament relève du monopole pharmaceutique. Donc ça avait comme conséquence de faire relever ce produit, l'inoculum, au niveau à la fois de sa préparation et de sa dispensation du pharmacien. Et c'est là où le juriste doit ensuite apporter un éclairage complémentaire pour dire ce qu'il est possible de faire et comment on peut mettre de la souplesse après l'application. C'est qu'une fois qu'on se place dans ce cadre, on a affaire à un médicament et on ne peut pas tordre ce concept juridique pour dire que ce n'est pas un médicament, eh bien, on peut aussi expliquer qu'on peut avoir un séquençage du processus, que le fait que ça relève du monopole pharmaceutique n'empêche pas un séquençage du processus, c'est-à-dire que la matière première peut tout à fait être traitée, prélevée, traitée hors d'une pharmacie à usage interne, donc en dehors du circuit pharmaceutique, donc par, en l'occurrence, les médecins dans un service, et que c'est simplement la libération du produit final qui ne peut être fait que par un pharmacien. Alors, on avait été regarder après quelle catégorie de médicaments, puisque une fois qu'on a dit que c'est un médicament, il existe dans le Code de la santé publique différentes catégories de médicaments. À quelle catégorie de médicaments peut répondre l'inoculum? Donc là, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, juridiques trop complexes, mais nous avons montré avec des raisonnements juridiques, etc., que ça ne peut pas être un produit de thérapie cellulaire, ça ne peut pas être un médicament de thérapie innovante au sens de la juridiction du droit communautaire qui a été transposé en droit français, mais qu'en fait, il s'agit d'un médicament biologique. Lorsqu'on regarde la définition aujourd'hui telle qu'elle existe dans le Code de la santé publique du médicament biologique, elle sous-tend qu'en fait, on est capable de maîtriser et de caractériser, de déterminer la qualité de ce produit. Et en fait, c'est bien la difficulté avec l'inoculum, c'est que ça, on n'est pas capable de le faire. Puisque effectivement, on n'a pas de référence à laquelle on puisse se référer pour regarder si notre inoculum est bien conforme à cette référence-là. Donc du coup, nous avons prôné l'idée que cet inoculum, c'était un médicament biologique qui relevait d'une catégorie sui generis qu'il faudrait créer, qu'il faudrait introduire dans le Code de la santé publique. Et nous avons expliqué qu'en l'absence de spécialité disponible et adaptée, alors il existe à l'heure actuelle des essais pour essayer de concevoir un substitut à cet inoculum qui serait d'essayer de cultiver un certain nombre de bactéries qui ont été identifiées dans le microbiote pour essayer de concevoir un substitut à l'inoculum prélevé. Sauf qu'en réalité, c'est extrêmement limité, puisque je crois qu'un des projets qui est développé à l'heure actuelle tourne autour de quelques dizaines de bactéries, un autre autour d'une centaine, alors qu'en fait, dans un inoculum qui est prélevé et qui va être transféré, on est très largement au-dessus, et du coup, ça pose problème, puisqu'on
n'est pas du tout sûr qu'on obtiendrait absolument les mêmes effets avec ces choses un peu réduites, et qu'en plus, on ne maîtrise pas ce que pourrait induire le fait d'introduire que quelques dizaines, voire une centaine de bactéries qui seraient du coup très prédominantes, alors qu'elles sont au niveau du microbiote naturel beaucoup plus réparties et avec beaucoup d'autres bactéries autour. Donc à l'heure actuelle, dans l'état de la science actuelle, il paraît absolument impossible d'envisager une spécialité pharmaceutique dans ce domaine-là. Donc du coup, nous avons indiqué que l'acte relevait de la préparation magistrale ou hospitalière. Et derrière, ce qui inquiétait beaucoup les professionnels de santé, et c'est là où le juriste là aussi peut apporter un éclairage, c'est que derrière, ce que nous avons dit, c'est pas parce que c'est un médicament et qu'il relève de la définition de la préparation magistrale ou hospitalière que forcément on doit rester sur d'anciens concepts, puisque le concept très classique, c'est que lorsqu'un pharmacien libère un médicament, il est tenu à une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'il doit démontrer que son médicament est conforme à un référentiel. Alors dans l'industrie pharmaceutique, c'est vous libérez un lot de médicaments lorsque vous avez démontré que votre médicament est conforme aux spécificités de l'autorisation de mise sur le marché. Et quand vous faites une préparation magistrale ou hospitalière, vous démontrez que votre préparation magistrale est conforme à la formule qu'a mis le médecin sur son ordonnance, ou pour une préparation hospitalière qu'il est conforme, pareil en fait, à la prescription que vous avez eue, etc. Or ici, comme on l'a dit, il est absolument impossible d'avoir une composition précise de ce qu'il peut y avoir dans un inoculum, puisqu'encore une fois, un don égale un lot et qu'il y aura une grande variabilité. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire évoluer du coup la responsabilité qui pèse sur le pharmacien. Et dans un cas comme celui-ci, en fait, ce qui va peser sur le pharmacien, c'est une obligation de moyens. Et ce qui va peser sur les professionnels de santé tout au long de la chaîne de préparation de cet inoculum, c'est une obligation des moyens. On ne peut pas les tenir à une obligation de résultat en l'absence de référentiel, donc il y aura une obligation de moyens, c'est-à-dire de mettre en œuvre un certain nombre d'opérations qui visent à vérifier que les risques identifiés ont bien été testés et que tout a été fait pour que l'inoculum n'entraîne pas d'effets négatifs pour le receveur, à savoir notamment, par exemple, tester le risque viral, etc., des choses comme ça. Donc du coup, cette approche-là permet de donner une sécurité juridique, puisqu'on n'a pas tordu les concepts, et donc on reste dans une cohérence du droit, et en même temps, le professionnel peut travailler avec des choses beaucoup plus certaines, beaucoup plus fiables que lorsqu'on partait avec l'affirmation d'une transplantation de tissu qui ne correspond pas à l'état du droit et qui donc mettait le professionnel potentiellement en difficulté. Alors, je signale simplement que en fait, tout ce travail-là a été fait avec des échanges en fait, entre les membres du GRADES et un groupe de travail de l'Académie nationale de pharmacie qui, à l'époque, s'était saisi de la question. Ça a débouché sur un certain nombre de publications et ça a conduit notamment à une évolution de l'ANSM, de la position de l'ANSM sur ce sujet, puisqu'en mars 2014, l'ANSM a effectivement retenu la qualification de médicament pour cet inoculum. Donc voilà un premier exemple très concret de ce que le juriste peut apporter à des scientifiques sur une question un peu nouvelle, c'est-à-dire voilà, l'apparition d'une nouvelle thérapeutique qui bouleverse un peu les conceptions qu'on peut avoir d'un médicament ou d'un produit. Maintenant, je voulais justement, pour faire la balance... Oui, ça va aller beaucoup plus vite là-dessus. Je vais juste faire la balance avec une notion qui est beaucoup plus connue, beaucoup plus bateau, qui est le monopole pharmaceutique. Et là, on avait été saisi de questions à l'occasion de l'organisation d'un colloque qui allait se faire en collaboration avec l'Association française de droit de la santé et l'Association française des enseignants de droit et économie pharmaceutique que je préside. Et l'idée, c'était de réfléchir à cette évolution du monopole pharmaceutique. Et donc là encore, ce que je vais vous montrer, c'est comment le regard du juriste peut venir renouveler un débat qui est souvent finalement un peu caricatural, etc. Donc la première chose que j'avais essayé de faire, c'était justement de me dire, c'est quand même assez étonnant, finalement le monopole pharmaceutique, c'est le seul qu'on trouve si souvent remis en cause, questionné, etc., et pas le monopole d'autres professionnels de santé. Il y a la question des actes délégués, mais on entend quand même beaucoup moins, on ne va pas voir un Leclerc réclamer d'avoir des médecins Leclerc. Bon. Donc,
je trouvais ça intéressant et je me suis dit, est-ce que le monopole pharmaceutique est vraiment différent du monopole des autres professionnels de santé? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir d'où il vient. Et là, je vous ai mis juste quelques textes qui sont intéressants. Au XVe siècle, Charles VIII impose le régime des corporations aux apothicaires et se créent donc ces corporations d'apothicaires dans les différentes villes de France. Ces statuts et règlements des apothicaires, ce sont des choses qui sont souvent méconnues des juristes du droit de la santé, et c'est pourtant très intéressant d'aller regarder ces statuts parce qu'en faisant l'histoire du droit, on trouve des choses très intéressantes. Je vous ai cité juste 2 extraits qui montrent qu'en fait, dès le départ, dès la création de ces corporations, ce qui prévaut, c'est l'idée que la pharmacie est sœur de la médecine et qu'en fait, il est nécessaire de réserver des actes à ces professionnels pour des raisons purement de santé publique. Donc au départ, c'est vraiment un fondement sanitaire. Lorsqu'on regarde la déclaration royale du 25 avril 1777, qui est le texte qui est le fondateur du monopole des pharmaciens du fait de son article 6, vous voyez, on défend à toute autre personne, et notamment aux épiciers, et pourtant M. Leclerc n'existait pas encore, et à toute autre personne de fabriquer, vendre ou d'éviter des compositions qui rentrent au corps humain. Lorsqu'on regarde ce texte-là, de la même façon, le roi à l'époque justifie ça à cause des dangers, des risques qu'il y aurait à ce que ces produits-là soient maniés par des gens sans compétences. Alors du coup, puisque le fondement du monopole des pharmaciens n'est pas différent du fondement des autres professionnels de santé, c'est intéressant d'aller regarder en droit, est-ce que son contenu est différent? Alors, on s'aperçoit qu'en fait, lorsqu'on regarde l'article L4211-1, c'est celui qui pose dans le Code de la santé publique le monopole des pharmaciens, il est assez intéressant d'aller regarder qu'en fait, il est différent des autres monopoles des professionnels de santé uniquement pour des raisons de forme, c'est-à-dire que c'est le seul qui parle de monopole. Cet article se situe dans une partie du Code de la santé publique qui est clairement marquée monopole des pharmaciens. Et ça n'existe pas ni pour les médecins, ni pour les sages-femmes, ni pour les dentistes. En réalité, c'est pour des raisons purement historiques. C'est juste le fait que le Code de la pharmacie a existé avant le Code de la santé publique. Le Code de la pharmacie, le premier code est apparu en 51, il n'y avait pas de Code de la santé publique, donc il y avait un Code de la pharmacie. Quand en 53, on a créé un Code de la santé publique, le législateur un peu feignant ne s'est pas embêté, il a pris le Code de la pharmacie, il l'a intégré complètement dans le Code de la santé publique, il a dit c'est le livre 5 du Code de la santé publique. Ce qui fait que du coup, d'ailleurs pendant des années, le pharmacien s'est trouvé à part, il n'était pas dans les professionnels de santé parce qu'il se retrouvait dans ce livre 5, livre de la pharmacie, et c'est seulement en 2000, lorsqu'il y a eu la recodification à droit constant du Code de la santé publique, qu'on a rebasculé le pharmacien avec les autres professionnels de santé. Mais à part le fait que cet article-là affiche le monopole des pharmaciens comme un monopole, comme effectivement un monopole, dans sa nature, il n'est pas différent des articles qui concernent les médecins, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes. C'est qu'en fait, on réserve des actes à des professionnels qualifiés. Et c'est pas du tout on réserve pas une liste de produits. Très souvent, le monopole est présenté comme ça, notamment dans les médias. Il y a des produits qui peuvent être vendus qu'en pharmacie. Non, c'est pas du tout ça. C'est des actes qui sont réservés à des professionnels qualifiés. Et voilà, on montre, je passe assez vite, qu'en fait, on peut retrouver ce jeu entre un article qui pose des actes réservés à des professionnels et un autre article qui vient poser la répression pénale d'une infraction à ce monopole, on retrouve exactement le même jeu des 2 articles pour tous les professionnels de santé. C'est exactement la même chose. Donc, le constat, c'était finalement le monopole des pharmaciens, il ne diffère pas par son fondement, ni par son contenu des autres monopoles de santé. Donc, en fait, la seule différence, c'est lié au fait qu'il a une logique sanitaire, mais qu'en fait, il a une modalité commerciale. C'est qu'en fait, il est basé sur des actes qui sont commerciaux. Et donc, du coup, là, j'avais montré que la jurisprudence communautaire a évolué. Alors qu'au départ, la jurisprudence communautaire, notamment dans l'arrêt de 1991, distinguait au niveau du monopole des pharmaciens un monopole qui était présumé pour les médicaments, parce qu'il est présumé que pour protéger la santé publique, il faut que ces médicaments soient dans le monopole pharmaceutique. Pour tous les autres produits qui sont dans un monopole pharmaceutique, on doit le justifier au regard des raisons de santé publique. Donc il y avait une logique sanitaire forte. Et en fait, en 1993, ça a évolué. Et aujourd'hui, un monopole de vente n'est plus conditionné par ces raisons de santé publique. Et on pourrait évoquer des raisons économiques, notamment, par exemple, le financement des réseaux d'officines. Sauf que, en réalité, lorsqu'on regarde les dernières sorties du monopole, qui concernent, par exemple, les insecticides, les tests de grossesse, tous ces produits qui sont sortis du monopole des pharmaciens, on s'aperçoit que c'est toujours des raisons de santé publique. Donc, comme c'est assez rapide, je vais passer sur le débat autour de la clause de conscience et arriver à ma conclusion qui est là. C'est qu'en fait,
ce travail d'examen du monopole sous l'angle juridique, de regarder finalement juridiquement c'est quoi le monopole des pharmaciens. Ça nous aboutit à nous rendre compte qu'en réalité, on se retrouve dans un cas de figure où même si la jurisprudence communautaire autoriserait aujourd'hui de faire prévaloir la dimension économique du monopole, en disant finalement, un État pourrait très bien dire, ben voilà, le monopole des pharmaciens, je l'élargis autant qu'il est possible pour financer économiquement le réseau des officines. Le droit communautaire aujourd'hui le permet. En réalité, on se rend compte que le monopole des pharmaciens, comme le monopole des autres professionnels de santé, est en fait toujours très ancré dans sa finalité sanitaire et qu'on n'a pas du tout utilisé cette possibilité-là. Donc du coup, ça montre bien qu'aujourd'hui, si le monopole des pharmaciens est questionné, ce n'est pas en raison de son fondement, ce n'est pas en raison de son contenu, c'est en raison de sa nature, la nature commerciale. Et c'est ça qui permet du coup de donner à l'opinion publique, aux politiques, etc., les pistes d'évolution. C'est de dire, voilà, l'évolution du coup possible lorsqu'on parle de faire évoluer le monopole, c'est il faut sécuriser la fabrication et dispensation du médicament pour répondre au fondement sanitaire, à la nécessité sanitaire, mais derrière, il faut en fait inventer un nouveau modèle économique. Et du coup, il faut financer des nouvelles missions du pharmacien dans l'accompagnement des patients, dans le suivi des patients. Donc, mettre fin à cette fameuse marge commerciale, donc à cet aspect commercial qui fait que le monopole des pharmaciens interroge. Et si on fait ces deux évolutions-là, on pourra avoir effectivement un monopole des pharmaciens beaucoup plus restreint et pourtant un financement du modèle économique qui sera possible. Et donc toutes ces réflexions se retrouvent dans les actes du colloque qui a donc eu lieu et qui unissait ces deux associations de spécialistes du droit de la santé. Voilà. Bien, bravo Eric, tu as été parfaitement dans les temps. Et donc on va donner la parole à l'assistance. Question. Finalement, ta présentation et ce que tu nous dis sur cet inoculum, là, ça pose la question de nouveaux objets juridiques, ça reste, on va dire, dans la sphère juridique. Mais là où ça interpelle, je trouve, l'ensemble des sciences sociales, c'est que ça pose la question de nouveaux modèles économiques, parce que, alors, de manière totalement béotienne, on a l'impression que ça donnerait éventuellement accès à des médicaments, avec un processus thérapeutique beaucoup moins cher, où finalement le seul coût, ça serait celui du prélèvement et de la transplantation. Est-ce que les lobbies ne vont pas freiner? Comment ça se met en œuvre? Enfin, là, ici, sur la seule indication qui à l'heure actuelle est validée. Il y a plein de recherches à l'heure actuelle pour essayer de valider cette nouvelle thérapeutique dans d'autres pathologies que les infections récidivantes à Clostridium difficile. Mais à l'heure actuelle, c'est la seule indication qui est clairement validée. Dans cette indication-là, il n'y a pas photo, c'est le seul traitement qui est efficace. Tu n'as plus l'efficacité des traitements médicamenteux. Donc de toute façon, il n'y a même pas de question à se poser. C'est d'ailleurs ce qui a amené, comme je l'avais signalé, certains auteurs à dire de toute façon, éthiquement, on ne pouvait pas ne pas laisser se développer cette technique-là thérapeutique, puisque de toute façon, on n'a pas d'autre solution à proposer aux patients. Et que là, ça a démontré son efficacité. Donc on n'est pas en fait, encore une fois, dans cette indication-là, on n'est pas en compétition avec d'autres thérapeutiques. On est face à une thérapeutique qui est la seule possible dans ce cas de figure-là. La question de l'élargissement thérapeutique, c'est... de toute façon... c'est pratique que ça soit oui. sur un... De toute façon, c'est tout l'intérêt, comme tu l'as vu, hein, au GRADES, c'est à la fois droit et économie. Effectivement, il peut y avoir des fois dans la mise en place de nouvelles thérapeutiques, etc., il peut y avoir des conséquences économiques, donc des questions de financement, en fonction du coût de ces nouvelles thérapeutiques, qui sont parfois effectivement plus chères, mais parfois effectivement moins chères. Et du coup, derrière, il y a effectivement toute une autre dimension ouverte aux sciences humaines et sociales. Alors moi, je n'ai pas traité l'aspect économique, j'aurais adoré qu'un autre membre du CRADES puisse être là, mais ils étaient tous pris, parce qu'on a une manifestation importante sur Châtenay à l'heure actuelle, c'est l'acte de l'étude de cas, donc malheureusement, j'étais le seul à pouvoir venir. J'aurais bien aimé en fait qu'on présente un sujet droit et un sujet économie. Mais effectivement, on a, nous, beaucoup de travaux de nos chercheurs du GRADES, qui sont d'ailleurs des hospitaliers. Hein. Les deux chercheurs qu'on a, qui sont à la fois pharmaciens et économistes, sont tous les deux des hospitalo universitaires. Donc l'une travaille à Gustave Roussy et uniquement sur des études médico-économiques. L'autre est à Georges Pompidou, est un spécialiste des dispositifs médicaux et de l'évaluation des dispositifs médicaux. Et effectivement, tu as cette dimension économique qui peut effectivement intervenir. C'est essentiel. Hein.
Je vais compléter quand même sur ce que dit Sandra, parce que ça m'a posé un problème qui est peut-être un rapport. Enfin, bon, j'ai compris, il y a un proverbe chinois qui dit quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Le sujet, c'est pas l'exemple, mais on voit très bien, tu as très bien montré comment le pharmacien peut intervenir, ou le juriste, pardon, peut intervenir sur la santé et où est-ce qu'il est nécessaire. Ceci dit, dans l'intervention de l'exemple, alors, tant pis, j'insiste sur l'exemple. Peut-être parce que tu as été trop vite sur le... Bon, manifestement, ce n'est pas un tissu humain. Donc là, tu prends une définition de dictionnaire, un grand dictionnaire, et tu dis tel concept. Et je me demande si dans cette fonction-là, le pharmacien n'a pas une autre... Le juriste, excuse-moi. Le juriste n'a pas une autre approche, parce que le concept, il appartient... D'abord, c'est des concepts qui se développent, donc il n'y a pas... à tordre le concept, mais le concept évolue. Ça veut dire que les médecins ont tendance à dire maintenant que le microbiote est un nouvel organe, et si c'est un nouvel organe, c'est mon tissu, donc si... D'accord. Et ça, finalement, on se demande si c'est cette conversation qui doit, ce débat qui doit intervenir, ou si c'est plutôt de quel chapitre juridique je me trouve le plus proche. Et là, j'aurais eu envie de dire peut-être de la transplantation, parce que ce que je vais craindre maintenant, c'est de transférer une maladie d'un donneur à un receveur que j'ai avec les transplantations, que je n'ai pas avec les médicaments. Ceci dit, les produits du sang, c'est aussi des médicaments. Ah, c'est toute la difficulté de syndrome de complexe. Tu as par exemple des produits du sang dont certains sont des médicaments, et le même pourra ne pas être un médicament. La façon dont il a été préparé, etc. Et voilà, c'est là où il faut se poser la question, quelle est la différence qu'on a faite. L'un, on va le faire bouillir, on va lui faire prendre des traitements qu'on fait à des produits chimiques, alors que d'un autre côté, on ne pourra pas. C'est pour ça qu'il me semblait que le microbiote, on ne va pas stériliser, hein, sinon tout est foutu, on pourra pas on devra peut-être le considérer comme un tissu transplanté. Et en fait, ce que je voulais montrer, c'est que tu ne peux pas tordre un concept déjà existant. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de concept existant, tu peux te dire, je vais essayer de, par similarité, etc., de prendre le concept qui est le plus proche, parce que j'ai rien d'autre. Mais si tu as un concept qui couvre, tu peux pas dire, allez, je fais une croix sur ce concept juridique, ça répond pas à la définition du tissu tel qu'il est dans le code, juridiquement. Je ne parle pas de scientifiquement, hein, là on n'est pas dans le scientifique justement. Je fais une croix sur la définition actuelle juridique du tissu et je dis que c'est un tissu parce que ça m'arrange, voilà. Parce que aussi il y a des raisons scientifiques qui sont celles que tu dis, c'est qu'effectivement les problématiques derrière vont être plus proches de celles d'une transplantation, d'une greffe d'organes que ce qu'on peut avoir avec un médicament classique. Sauf qu'en réalité, la définition du médicament juridique telle qu'elle est conçue, elle est conçue de façon tellement large, elle a quand même bien évolué, hein. C'est une définition qui dans les 14 dernières années, a quand même très évolué. Moi, elle ne ressemble plus du tout à celle à laquelle j'avais consacré ma thèse. J'ai fait ma thèse de doctorat en droit sur cette définition du médicament. Elle a quand même beaucoup évolué. Et à partir du moment où tu as une définition justement du médicament juridique qui est suffisamment large pour couvrir quand même pas mal d'évolutions futures de ce que peut être le médicament, si tu, dès le départ, alors que tu as un produit qui répond parfaitement à cette définition, tu vois, par rapport à la définition que j'ai eue de micro-fonction, l'inoculum, il répond parfaitement. Si tu commences à en sortir, la difficulté, c'est que du coup, tu n'as plus de repères. C'est-à-dire que tu vas te retrouver, ça ne veut plus rien dire, ça ne sert plus à rien d'avoir une définition juridique si, même quand tu as un produit qui est couvert par cette définition, tu dis, ah bah non, ça n'en est plus un. Donc en fait, justement, tout le travail du juriste, c'est d'essayer de clarifier les concepts, de dire, non, vous ne pouvez pas dire que ça ne rentre pas dans ce concept. Par contre, si votre inquiétude par rapport au fait que ça rentre dans ce concept se situe à tel point, voilà la réponse juridique qu'on peut apporter. Mais ne tordons pas les concepts, sinon il n'y a plus de repères. Et en fait, ce qu'il faut, c'est donner des repères clairs pour qu'on s'y retrouve et derrière, après, trouver des solutions juridiques pour adapter. Justement, sa définition est vraiment très large et derrière, tu as beaucoup de spécificités. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de catégories de médicaments qui répondent à des régimes très différents les uns des autres, mais ce qui les unifie, c'est qu'ils répondent tous à cette définition. Donc, justement, oui. Sandra va donner des repères. Voilà. Allons-y. Jean-Paul voulait répondre à Oui. Sur votre question, parce qu'en fait, on ne s'est pas coordonné, Eric et moi, mais on a montré les deux modalités d'intervention du juriste.
la commande qui a été faite, moi, c'était voilà, les grands débats juridiques qui répondent à des grands enjeux, des grands débats sociologiques et des grands débats techniques, etc. Et effectivement, on va essayer de toucher au texte. Et donc, je me disais, là, il va falloir, voilà, comment on transcrit tous ces débats pour modifier les textes. Mais le quotidien, c'est ce qu'Eric vous a montré. Le quotidien, c'est une nouvelle technique qui sort, et on ne va pas modifier les textes parce qu'à chaque fois qu'une nouvelle technique sort, parce qu'on n'en finit plus. Et où est-ce qu'on la place dans le droit existant? Et ça, c'est de la consultation. Je ne dis plus du débat juridique, c'est de la consultation juridique, c'est aussi important, c'est du quotidien. Et c'est la deuxième modalité d'intervention des juristes. C'est le droit opérationnel. Et c'est tout à l'heure quand j'entendais est-ce que le droit peut être préventif, etc. Oui, mais attention à l'inflation du droit. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, on doit créer du droit nouveau, c'est terrible. On est déjà dans une société qui pâtit d'avoir un droit réactionnel où on fait beaucoup trop de droits. Du coup, le droit qu'on fait est de qualité de plus en plus médiocre. C'est reconnu, je crois, à peu près par tous les juristes. Et donc, du coup, justement, là, l'idée, c'est de se dire, voilà, quand on a des concepts juridiques qui sont suffisamment larges, etc., le rôle du juriste, c'est d'éclairer, d'aider pour dire, voilà, quel concept peut s'appliquer, etc. Et c'est effectivement le droit conceptuel, le droit opérationnel, et les deux peuvent se conjuguer et dialoguer avec les scientifiques. Alors, on va sortir de la